Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue aux 20h. Nouveau rebondissement dans l'affaire des retraits suspects chez les patrons de la métallurgie. L'ex-responsable Denis Gauthier-Sauvagnac aurait touché 1,5 million d'euros lors de son départ au mois de décembre. Le syndicat patronal s'est par ailleurs engagé à régler ses frais de justice. Certains dénoncent ce soir ce qu'ils appellent le prix de son silence. Il faut sauver le soldat Harry. Normalement, vous n'auriez jamais dû voir ces images avant la fin de sa mission militaire en Afghanistan. Sa présence là-bas était secrète, mais leur divulgation pousse aujourd'hui l'armée britannique à le retirer du front en urgence pour des questions de sécurité. L'histoire était trop belle. Survivre avec les loups, le film et le livre, best-seller mondial, était censé raconter l'histoire vraie d'une jeune rescapée de la Shoah. Âgée aujourd'hui de 70 ans, elle vient d'avouer que tout n'était que mensonge. « Je me suis inventé une vie », a-t-elle reconnu. La tuberculose n'a jamais été aussi résistante. L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. Elle estime qu'1 demi-million de nouveaux cas apparaissent chaque année dans le monde. Qui sont ces journalistes qui ne travaillent qu'une fois tous les 4 ans? Eh bien, il s'agit de l'équipe de la Bougie du Sapeur, journal fondé en 1980, mais qui n'en est qu'à son numéro 8. Et pour cause, il ne sort que les 29 février. Et c'est aujourd'hui, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Il y a eu de réels excès dans la hausse des prix. C'est François Fillon qui le dit aujourd'hui, au vu des premiers résultats de son enquête lancée auprès des distributeurs. Selon lui, les abus sont moindres que ce qui avait été dénoncé par l'enquête de 60 millions de consommateurs, mais ils existent. Et ce soir, le Premier ministre n'hésite plus à pointer du doigt les industriels et les distributeurs. Romain Messi, Stéphane Guillemot. En campagne, François Fillon ne perd pas de vue le sujet de la semaine, la hausse des prix à la consommation. Les résultats de l'opération coup de poing dans les grandes surfaces ne sont pas encore connus, mais le chef du gouvernement livre les premières conclusions. Il dénonce des excès à tous les niveaux. Alors il y a d'abord des excès dans l'étude. C'est vrai que quand on prend comme référence le jambon fumé au miel vendu sur Internet, on n'est pas tout à fait dans le panier de base de la ménagère. Des hausses de prix de 20 à 40% mesurées par 60 millions de consommateurs et déjà minimisées cette semaine par Christine Lagarde en visite dans un supermarché. Mais François Fillon n'épargne pas la grande distribution. Il pointe du doigt des hausses excessives dans certaines enseignes. Pas de chiffres, mais la menace de donner des noms. Nous allons dénoncer ceux qui se livrent à des augmentations insupportables de leurs marges, qui ne sont pas justifiées. Mise en accusation, la grande distribution critique la méthode du gouvernement. Nous, ce que nous demandons au pouvoir public, c'est de créer un cadre de concurrence qui permet aux acteurs de faire le maximum en faveur du consommateur. Ce n'est pas en allant contrôler les uns et les autres et en les soumettant à l'opprobre public qu'on règle les problèmes. Des grandes enseignes qui seront confrontées aux résultats définitifs de l'enquête en début de semaine prochaine. Et dans ce contexte, la fronde des producteurs de salade s'étend. Après le marché de Château-Renard, l'un des plus grands d'Europe, les producteurs du Sud-Est se sont attaqués aujourd'hui à la préfecture de Perpignan. Ils ont déversé un camion entier de marchandises devant le bâtiment pour protester contre les prix trop bas payés selon eux par la grande distribution. Chaque salade leur est achetée 10 centimes pièce alors qu'ils estiment que le juste prix est de 30 centimes d'euros. Le chiffre du jour, il a été donné par la CGT GDF en marge de l'explosion au gaz qui s'est produite hier à Lyon. Selon le syndicat, il y a eu l'an dernier en France 6200 canalisations endommagées sur la voie publique lors de travaux. Alors bien sûr, et fort heureusement, cela ne se termine pas toujours par une explosion, mais ce chiffre en dit long sur les risques quotidiens qui pèsent sur les riverains. Ce soir à Lyon, des centaines de personnes s'apprêtent à passer une deuxième nuit hors de chez elles. Jenny Briffa, Thierry Monnier. Escortés par des pompiers, ces riverains vont récupérer quelques affaires chez eux. 24 heures après le drame, c'est la première fois qu'ils sont autorisés à rentrer dans leurs appartements. C'est bien fissuré, le premier étage, les portes sont toutes cassées. Certains immeubles restent interdits d'accès, trop fragiles. Ils ont l'air de dire que mon immeuble a l'air sauté. Va sauter. Ah non, c'est terminé maintenant. Mais non, il y a une alarme, ils ont dit. Mon fils vient juste de manger parce que j'ai fait l'aumône auprès des gens qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Je n'ai qu'un portable sur moi. La famille, il n'y a pas, je suis toute seule. Quand on demande à la police, ils ne peuvent pas nous renseigner. Quand on demande au SAMU, ils nous disent d'aller dans un gymnase. 400 personnes ont été relogées provisoirement. L'explosion d'hier qui a causé la mort d'un pompier est survenue lors de travaux sur une canalisation. GDF et l'entreprise de travaux publics se renvoient la responsabilité, comme à Bondy en octobre dernier.
Pour les entrepreneurs, les plans fournis par GDF ne sont souvent pas fiables. Supposons que tout le monde fasse son travail correctement, les maîtres d'ouvrage, les exploitants, les entreprises, il y aura toujours une incertitude absolue sur les plans qui seront fournis. Donc il y aura, s'il y a incertitude, ça veut dire qu'il y aura risque. Sur les plans, l'emplacement des conduites est calculé en fonction du mobilier urbain ou des façades. Or, ceux-ci peuvent bouger au fur et à mesure des travaux successifs. Résultat, l'an dernier, GDF a recensé plus de 6000 arrachements de canalisation, provoquant des fuites de gaz. Il y a entre 700 000 et 1 million de chantiers par an, et que si vous rapprochez ce chiffre de 6 000 avec un chiffre qui est de l'ordre d'1 million de chantiers par an, vous voyez que c'est beaucoup trop, mais finalement très peu. L'an dernier, le gaz a été à l'origine d'une dizaine d'explosions en France. Selon les professionnels du bâtiment, un repérage des canalisations systématique et obligatoire permettrait d'écarter tout risque. C'est un contrat qui fait grincer des dents ce soir. Le contrat passé entre l'Union de l'industrie des métiers de la métallurgie et son ex-président, Denis Gauthier-Sauvagnat. Mis en examen dans l'affaire des retraits suspects en espèces, ce dernier avait démissionné en décembre, mais avec, semble-t-il, une belle contrepartie. Contrepartie jugée par certains comme étant le prix de son silence face aux enquêteurs. Luc Bazizin, Alain Locassio. Décidément, l'ancien président de l'UIMM, Denis Gauthier-Sauvagnat, n'en finit pas d'attirer les caméras. Déjà poursuivi en justice pour des retraits d'espèces sur les comptes de son organisation métallurgique, il a perçu 1,5 million d'euros quand il a quitté son poste en décembre dernier. Son organisation confirme dans ce communiqué qu'elle prévoit aussi d'assumer les conséquences fiscales d'une condamnation éventuelle. Les syndicats, eux, restent dubitatifs. On l'a fait partir. Et pour acheter son silence quelque part, le 1,5 million d'euros lui a été versé comme départ. Mais ce qui dépasse l'entendement, c'est le fait de dire qu'on va lui prendre en charge ses frais de justice et ses éventuelles condamnations. Ce qui montre bien qu'effectivement, qu'il y a beaucoup de choses à cacher. De son côté, le nouveau président de l'Union des industries métallurgiques explique, lui, le contexte de cet accord. Cette transaction était due non pas à une volonté de silence, mais bien parce que M. Gauthier-Sauvagnat était mis à la retraite et que d'autre part, le bureau renonçait à toute poursuite ou toute réclamation vis-à-vis de lui. L'enquête judiciaire, elle, concerne en fait les quelques 20 millions d'euros retirés en liquide entre 2000 et 2007 sur les comptes de l'organisation métallurgique. Des retraits d'argent suspects qui auraient en partie été versés à certains de ses dirigeants et à des syndicalistes. Les confédérations démentent, la justice, elle, continue d'enquêter. Et de son côté, la patronne du MEDEF, Laurence Parisot, a interrompu ses vacances pour rentrer en urgence à Paris. Je prendrai les décisions qui s'imposent, a-t-elle dit. Notez qu'elle sera notre invitée demain au journal de 20h. Si vous recevez sur votre téléphone un message alarmiste d'un inconnu, ne rappelez pas, surtout si le numéro commence par 08. Il s'agit d'une arnaque. Plusieurs centaines de personnes en ont été victimes ces derniers jours dans le Finistère. Les gendarmes ont été saisis de l'affaire. Pierre Monégier. Cette jeune femme travaillait tranquillement chez elle hier lorsque son téléphone a sonné. Allô ? C'était un message enregistré qui m'annonce à peu près dans ces termes. J'ai le regret de vous annoncer qu'un message urgent pour vous a été enregistré au numéro Un numéro surtaxé, car il s'agit d'une arnaque dont ont été victimes plusieurs centaines de personnes, rien que sur le département du Finistère. 1,35 € pour l'appel, plus 34 centimes d'euros la minute. Il y a une surtaxe à la communication à près de 1,50 ou 1,60 € dès l'ouverture de la communication. Donc c'est de faire gagner de l'argent à l'opérateur qui pratique cette arnaque. Un opérateur installé à Lyon, selon les gendarmes saisis de l'enquête. Mais ce qui a choqué la plupart des victimes, c'est la teneur du message, qui laisse présager un accident survenu à un proche. On m'a dit qu'il y avait un message urgent pour moi, que c'était regrettable. J'ai été paniquée, affolée, pour rien. La ligne est maintenant coupée. De toute façon, les opérateurs malhonnêtes ciblent leur proie sur un délai très court, le plus souvent sans laisser de traces. Pour ne pas tomber dans le piège, les associations ont un seul conseil, ne jamais rappeler un numéro inconnu. On pensait que la tuberculose était une vieille maladie, eh bien elle ressurgit sous une nouvelle forme, plus forte que jamais partout dans le monde. C'est ce que constate l'Organisation mondiale de la santé, une forme d'autant plus dangereuse qu'elle a comme particularité de résister à la plupart des traitements. Perrine Bonnet, Mathieu Nivenglowski. La tuberculose, c'est environ 9 millions de personnes atteintes chaque année. 9 millions de malades qui peuvent être soignés s'ils prennent à temps des antibiotiques.
comme ceux distribués ici dans un dispensaire au Kenya. Seulement voilà, le germe devient de plus en plus résistant à ces médicaments. L'OMS publie un rapport inquiétant aujourd'hui. 5% des nouveaux cas de tuberculose seraient multirésistants, ce qui implique des traitements beaucoup plus lourds. Il faut utiliser des antibiotiques qui sont beaucoup plus toxiques, qui sont beaucoup plus chers et qui doivent être pris pendant une période de 2 ans au moins. Des traitements plus chers, c'est bien là le problème. Les pays concernés n'ont pas les moyens de lutter. L'Afrique, mais aussi plus récemment l'Ukraine, la Moldavie, l'Ouzbékistan et plus encore l'Azerbaïdjan où le taux de tuberculose multirésistante est le plus élevé. En France, où la maladie a fait son retour il y a 10 ans, les spécialistes restent vigilants. Dans les grandes métropoles, où que ce soit, il y a une augmentation de la tuberculose. S'il y a une augmentation de la tuberculose, le risque d'avoir des tuberculoses résistantes et ultra-résistantes, bien sûr, est là. La tuberculose tue encore beaucoup, environ une personne toutes les 15 secondes. Pour la combattre efficacement, l'OMS estime qu'il faudrait investir près de 5 milliards de dollars dans les pays touchés. Autre risque sanitaire qui concerne cette fois les États-Unis et plus particulièrement les patients d'une clinique à Las Vegas. Les autorités se sont aperçues qu'il y avait dans cet établissement une forte proportion de personnes atteintes par des virus hépatiques. Apparemment, les seringues n'étaient pas toujours changées. Résultat, pas moins de 40 000 personnes ont dû être rappelées. Hakim Abdelkalek. C'est une alerte sanitaire d'une rare ampleur. Début janvier, 6 personnes qui ont toutes fréquenté cette clinique de Las Vegas sont infectées par l'hépatite C, soit 3 fois plus que la moyenne annuelle de la région. Or, 5 d'entre elles avaient subi des anesthésies le même jour. Conclusion des autorités médicales, les méthodes de l'hôpital sont plus que douteuses. Les seringues étaient utilisées plusieurs fois sur des patients différents et les doses individuelles d'anesthésiants ont également servi à plusieurs patients. Ces pratiques ont pu exposer les personnes au sang d'autres personnes. 40 000 patients soignés dans cette clinique entre mars 2004 et janvier 2008 ont été rappelés. Elles vont devoir subir un dépistage de l'hépatite B et C, mais également du sida. Quelque chose comme ça ne devrait pas arriver aux États-Unis. Évidemment que je suis choqué, comme tout le monde devrait l'être. Mes enfants, tout le monde, mon mari aussi vont devoir être testés. Pour expliquer cette situation, certains docteurs affirment dans la presse locale que la clinique privée se souciait plus de sa santé financière que de celle de ses patients. Des élus locaux ont également demandé la fermeture immédiate de l'établissement. La tension monte à Gaza. Les Palestiniens manifestent dans les rues de la ville pour protester contre les opérations militaires israéliennes. Elles ont fait une trentaine de morts en 3 jours. Ces opérations sont menées en représailles à des attaques à la roquette tirées sur des villages israéliens à partir de la bande de Gaza. Alors pour mieux comprendre ce que vivent les habitants de ces villages, nous nous sommes rendus aujourd'hui dans l'un d'entre eux, à Sderot. C'est un reportage de Charles Anderlin et Alon Greco. Scène de la vie quotidienne à Sderot, une petite ville israélienne sous le feu du Hamas, située à 5 km de Gaza. L'alerte retentit. Les voisins se précipitent vers l'endroit où la roquette est tombée. Par chance, il n'y a pas de victimes. Subitement, nouvelle alerte. En 15 secondes, il faut trouver un abri. Tout va bien, l'engin tiré par les islamistes a explosé un peu plus loin. Mais c'est la 3e alerte en moins d'1 heure. Le gouvernement doit donner ici tout ce qu'il a, dans la défense, dans l'offensive. Nous devons être forts. Hier, des missiles sont tombés sur Ashkelon, une ville de 120 000 habitants. Depuis le début de la semaine, ces attaques ont fait 1 mort et des dizaines de blessés israéliens. L'armée riposte par des bombardements aériens sur Gaza, où le bilan est de 33 morts palestiniens, parmi lesquels 15 militants et 6 enfants. Des renforts sont acheminés aux abords de Gaza. Selon les experts militaires, des opérations majeures contre le Hamas sont désormais inévitables.
Ali le chimique sera pendu. La présidence irakienne a approuvé aujourd'hui l'exécution de l'ex-bras droit et cousin de Saddam Hussein. Il doit son surnom au gazage des populations kurdes dans les années 80. Cette répression qu'il avait commandée avait fait quelques 180 000 morts. En Grande-Bretagne, c'est surtout de l'Afghanistan dont on parle ce soir. C'était un secret jusqu'à aujourd'hui. Le prince Harry effectue là-bas une mission militaire. Il n'aura pas fallu 10 semaines pour que ce secret ne s'évente. Après la diffusion des images que vous allez voir maintenant, l'armée britannique a considéré qu'il n'était plus en sécurité. Il devra donc rentrer de toute urgence à la maison. À Londres, Loïc Delamornay, Dominique Marotel. À la mitrailleuse lourde, un prince, le troisième dans l'ordre de succession au trône. Il avait demandé l'Irak, par raison de sécurité on le lui avait refusé, et puis un jour, la reine Elisabeth le convoque. Elle me l'a dit. C'est ma grand-mère qui m'a annoncé que je partais pour l'Afghanistan. Le prince Harry a été déployé en décembre dernier. Contrôleur aérien, sa mission est principalement de guider les bombardements des positions talibans. Il guide par radio des pilotes de tous les pays de l'Alliance, y compris des Français, qui ne le connaissent que sous le nom de code Widow 67, veuve 67, et ignorent complètement avoir un prince de la couronne britannique au bout du micro. C'est très agréable d'être une personne normale ici, un soldat presque banal. Bien sûr, il y a les Gourkhas, une unité d'élite, qui m'entourent et ont toujours un œil sur moi. C'est un site internet américain qui a brisé le secret. Ce journaliste du Times était lui au courant depuis le mois d'octobre dernier, mais comme les autres médias britanniques, il a gardé le silence. Il n'y a pas eu de censure, car nous avons eu toutes les informations que nous souhaitions. On a négocié un accord avec le gouvernement sur le délai de parution ou de diffusion des images pour une raison très pragmatique, la sécurité du prince Harry. Quoi qu'il en soit, Harry rentrera au pays en héros. Je suis très fier qu'un membre de la famille royale soit au front. Ça prouve que ce n'est pas juste un playboy, il fait son devoir, c'est très bien. Oubliant les frasques passées du fils cadet de Charles et Diana, les journaux britanniques ont fait de l'ancien vaurien un héros national. Le Sun a même dégainé une double page spéciale sur le boy chéri de l'Angleterre, écrivant même « Ton armée de lecteurs te salue, Harry ». Il y a des pays où l'on n'aime pas la publicité, c'est en général le cas dans les paradis fiscaux qui tiennent souvent pour bannière le secret bancaire et la discrétion. Et c'est pour ça qu'au Liechtenstein, on n'apprécie pas, mais alors pas du tout, les méthodes du fisc allemand pour débusquer les fraudeurs dans cette principauté. Je vous rappelle que 200 Français sont impliqués dans ce dossier. Reportage à Vaduz, Amaury Guibert, Zidane Berkous. Au Liechtenstein, on préfère ne rien montrer. Il y a une banque à chaque coin de rue et des secrets bien gardés. Le fait que ce paradis fiscal fasse aujourd'hui la une ne délie pas les langues, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est négatif et forcément on retient plus le négatif que le positif. Faites d'abord le ménage devant votre palier et si vous ne trouvez rien, jetez donc la première pierre. Le Liechtenstein est aujourd'hui sur la défensive car derrière le scandale pointe une question. Le pays est-il un refuge pour les fraudeurs? Difficile à savoir en réalité, vu que la question est rarement posée quand on ouvre un compte ici. Indirectement, on a toujours la discussion fiscale, mais on n'a pas une obligation directe pour demander si on a déjà payé les impôts. Un coup de fil à une banque en se faisant passer pour un riche entrepreneur français. Pas de problème, nous avons un service international pour vous prendre en charge. Et au bout du fil, la conseillère présente les avantages de la fondation pour placer son argent. Celui qui crée une fondation reste anonyme. Ça prend 1 semaine à faire, si tout est en ordre. Anonymat garanti, possibilité d'échapper au fisc de son pays. Le système des fondations a fait la réputation du Liechtenstein. Il est aujourd'hui sur la sellette. Mario Frick connaît bien les choses de l'argent et son pays. Il a été Premier ministre et pour lui, la révolution, ce n'est pas pour demain. Il y aura des changements. On sera peut-être obligé d'alléger le secret bancaire, mais le principe restera, c'est une institution. Une institution garantie par la famille princière qui règne sur le Liechtenstein, mais aussi sur la principale banque du pays. Aujourd'hui, le monde a les yeux focalisés sur le Liechtenstein, mais si des réformes étaient engagées ici, il est fort à parier que ceux qui veulent éviter de payer les impôts transféreront leur argent vers d'autres paradis fiscaux. Et dans le monde, il y a l'embarras du choix.
C'était une histoire incroyable, l'histoire d'une jeune rescapée de la Shoah qui avait parcouru 3000 km à pied pour retrouver ses parents pendant la guerre. Histoire racontée en livre et adaptée au cinéma sous le titre « Survivre avec les loups ». Eh bien, on apprend aujourd'hui que tout était faux. Des historiens juifs ont enquêté et la dame, qui a aujourd'hui 70 ans, est passée aux aveux. « Je me suis inventé une vie », a-t-elle admis. Laetitia Legendre, Pascal Caron. Son histoire, un véritable conte, avait ému en début d'année des milliers de spectateurs. Survivre avec les loups, ou le périple d'une petite fille juive de 8 ans, recueillie par des bêtes sauvages, qui parcourt à pied 3000 km durant la Seconde Guerre mondiale, afin de retrouver ses parents. Misha de Fonseca affirmait alors à l'époque avoir fui sa famille d'accueil et les nazis. Je comprends qu'être juif c'est dangereux, et que moi je ne peux pas rester dans une famille comme ça, c'est vraiment dangereux. Alors je décide, eh bien je vais partir, je vais aller à l'Est. Sauf que toute cette histoire n'est que pure invention. D'après des historiens, Misha s'appelle en réalité Monique Devel. Ses parents auraient été tués pour fait de résistance, non parce qu'ils étaient juifs. Catholique, la petite fille était inscrite en 1943, date de son périple, dans une école belge. Elle n'est pas née d'ailleurs en 1934, mais elle est née en 1937, c'est-à-dire donc qu'elle aurait dû entreprendre ce périple en 1941, elle a 4 ans alors. Supercherie aussi concernant sa rencontre avec les loups. Son avocat et son éditeur ne s'expliquent pas cette imposture. Je crois, moi, penser qu'elle n'a fait de mal à personne. Elle a fait rêver les gens sur une très belle histoire et les seules personnes attaquées étaient les nazis. C'était son histoire à laquelle elle se raccrochait et donc c'est pas avec acharnement qu'elle a voulu tromper les gens, c'est probablement avec acharnement qu'elle s'est trompée elle-même pour exorciser une souffrance terrible de l'enfance. Aujourd'hui dans la presse, Misha demande pardon à tous ceux qui se sentent trahis. Ce conte d'enfant n'est plus désormais qu'un conte tragique. Alors, Madame de Fonseca était donc une mythomane. La mythomanie est, je vous le rappelle, une maladie. Mais ce qui est étonnant dans ce genre de cas, c'est que le malade est d'autant plus écouté qu'il dit ce que l'on veut entendre. L'histoire des grandes supercheries de ces dernières années est là pour nous le rappeler. Aurélia Brault, Virginie Travers. Le caméléon. Malgré son âge, Frédéric Bourdin a réussi à plusieurs reprises à usurper l'identité d'enfant disparu. Convaincue qu'elle avait retrouvé son fils, une famille américaine l'a même accueilli comme tel pendant des mois. Son ADN le trahira. Prison, puis retour en France. Nouvelle imposture. Dans la peau cette fois d'un orphelin de 15 ans, il sera scolarisé avant d'être arrêté. Il a alors 31 ans. Jean-Claude Romain, lui, échoue à un examen quand il est étudiant et c'est le début d'une incroyable mystification. 18 ans de mythomanie, où il fera croire à tout son entourage qu'il est médecin et chercheur à l'OMS. Acculé, il finit par tuer parents, femmes et enfants et rate son suicide, c'était en 1993. C'est pas tellement, obtenir de son entourage quelque chose, il n'y a pas un aspect utilitaire dans la mythomanie comme il y a dans le mensonge. C'est vraiment l'envie désespérée d'être aimé parce qu'on n'a pas le sentiment d'être suffisamment aimable à l'état naturel. Être aimé, reconnu, médiatisé. En 2003, Marie-Léonie, 23 ans, prétend avoir été victime d'une agression antisémite dans le RER. Tout le monde y croit. Mais quelques jours plus tard, la supercherie est découverte. Florence Levaux, elle, avait témoigné encore et encore sur les plateaux télé pour dire son combat gagné contre un cancer qui ne l'avait pas empêché de remporter les championnats du monde de jet ski. En fait, il n'y avait jamais eu ni cancer, ni trophée. Autant de mythomanes qui fascinent l'opinion. Un des derniers en date, le fameux pianoman, retrouvé sur les côtes anglaises. Muet pendant des mois, il finit par révéler son identité. Le faux virtuose est rentré chez lui, en Allemagne. La mafia sicilienne se diversifie, comme on dit. Les policiers viennent de démanteler un réseau sur l'île de fabrication de fausses Ferrari. Les faux bolides étaient vendus 20 000 € pièce et de l'avis des carabiniers eux-mêmes, ils étaient plutôt bien faits. Lionel Feuerstein. Elle a la couleur d'une Ferrari, l'allure d'une Ferrari, mais ce n'est pas une Ferrari. Ce modèle, qui ressemble à celle de la série Magnum, a été fabriqué par les petites mains de la mafia sicilienne. Vendu 20 000 €, 2 fois moins cher que sur le marché de l'occasion. Pour ce prix-là, évidemment, du châssis à la carrosserie, de nombreuses fausses pièces assemblées à quelques composants originaux. Les clients, semble-t-il, étaient au courant de la supercherie.
On a découvert de fausses Ferrari dans cet atelier. Une fois assemblées, ces voitures pouvaient intéresser des clients qui pouvaient ainsi réaliser un rêve pour pas très cher. Les faussaires de la mécanique, 15 personnes, ont tous été arrêtés cette semaine entre Palerme et Milan. Ils avaient réussi à écouler 14 Ferrari contrefaites et s'apprêtaient à en produire 7 de plus. On ignore pour l'instant si la mafia a réussi à exporter ces modèles à l'étranger. Ceux qui ont les moyens préféreront l'original à la copie, reconnaissable à son bruit et à son prix musclé, comptez 250 000 €. Suite et fin du voyage de Nicolas Sarkozy en Afrique du Sud. Le président et son épouse ont visité aujourd'hui l'île prison où Nelson Mandela a été détenu une bonne partie de sa vie. En guise de cadeau, Nicolas Sarkozy a reçu une pierre qui aurait été brisée au bagne par Mandela lui-même. Et la première dame de France a, elle, reçu une copie de la clé de la cellule du célèbre leader noir. Sur place, Michael Darmon, Philippe Turpot. Le symbole. Juste avant de rencontrer en privé Nelson Mandela, Nicolas Sarkozy visite la cellule où l'ancien leader anti-apartheid a passé 27 ans. Dernière étape du voyage de Nicolas Sarkozy, la rencontre avec les Français à Johannesburg. Avant de rentrer à Paris, il rouvre les dossiers de politique intérieure. Je poursuivrai la politique de l'ouverture. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Parce qu'un chef de l'État, c'est un homme qui rassemble. Ce n'est pas un homme qui doit diviser. Quelqu'un qui est élu président de la République, il ne doit pas penser simplement à ceux qui ont voté pour lui. Il doit penser aussi à ceux qui n'ont pas fait son choix. Il doit rassembler un pays. Alors que sa cote continue de chuter, Nicolas Sarkozy tente un quitte ou double vis-à-vis de l'opinion en essayant de stabiliser son image présidentielle et en se montrant comme rassembleur à la veille des municipales, le premier scrutin depuis son élection. Politique toujours, et à propos des municipales justement, on va faire un tour maintenant du côté de Toulouse. La gauche espère bien gagner la ville rose, pourtant détenue par la droite depuis 37 ans. Envoyés spéciaux Alexandre Carra, Stéphane Guillemot. Lionel Jospin, François Bayrou, Dominique Baudis en campagne pour soutenir leurs amis. Objectif Toulouse, 4e ville de France, objet de tous les désirs. Dominique Baudis est de retour. Celui qui dirigea la ville pendant 18 ans est venu épauler Jean-Luc Moudinque, le maire sortant. Chers amis, son message, Toulouse n'est pas la France, il faut voter local. Ce n'est pas une question de popularité de tel ou tel dirigeant, non. C'est qu'est-ce qu'on veut comme avenir pour sa ville. Mais cette fois, j'espère que vous allez bien nous aider et que vous n'allez pas nous abandonner. Non. Voilà. Non, absolument pas. Particulièrement Pierre Cohen. Soutenir Pierre Cohen pour en finir avec le paradoxe toulousain. Une ville qui vote à gauche à chaque élection nationale et réélit un maire de droite depuis 37 ans. Le système de gestion de cette ville, un peu en vase clos, entre notables, sans ouvrir à la population, est un système qui arrive à son point d'usure. Même tonalité pour François Bayrou, mais avec un calcul très différent. Il verrait bien son poulain Jean-Luc Forget, arbitre du deuxième tour. Hop, asseyez-vous. Il y a eu tellement et tellement de péripéties désastreuses et regrettables dans cette ville, pour qu'en effet on ait besoin de renouvellement. Justement, pour renouveler son image, l'UMP Jean-Luc Moudinque a joué l'ouverture jusqu'au terrain de rugby. Il faut être bon en défense et bon en attaque. Maire par accident après le départ de Philippe Douste-Blazy, Jean-Luc Moudinque espère confirmer l'exception toulousaine, accusant son adversaire de proposer sans compter. Son programme, c'est l'endettement à outrance et l'impôt. Il propose par exemple la gratuité des transports, c'est sympathique, sauf que ça représente 60% d'augmentation de la taxe d'habitation. Réponse du candidat socialiste, facile de faire des économies quand on manque d'ambition. Depuis 4 ans qu'il est maire, eh bien, il s'est refermé sur Toulouse et il n'a pas d'ambition et il a voulu simplement asseoir son pouvoir. À gauche, il y a également une liste LCR et celle d'un dissident PS. Mais au lendemain du premier tour, en fonction de son score, c'est bien le MoDem qui pourrait pour quelques jours détenir les clés de la ville rose. C'est le plus grand terminal d'aéroport du monde. Il vient tout juste d'être achevé à Pékin. Les chiffres sont impressionnants à l'image de ce qui se passe en Chine. Là-bas, les besoins croissent plus vite que les moyens. Et c'est vrai aussi pour le trafic aérien. La Chine, par exemple, n'arrive pas à former assez de pilotes d'avions pour répondre à la demande. Il devrait en manquer 2000 d'ici à 2 ans. Correspondance, Pascal Golomer, Adénaline Cassier. Après 4 ans de travaux à peine et plus d'1,5 milliard d'euros dépensés, l'aéroport de Pékin ouvre donc son 3e terminal. En termes de taille, c'est le plus grand du monde. 1 million de mètres carrés, 130 magasins, 60 restaurants, 200 000 passagers par jour. Mais ce matin, il sonnait encore un peu creux.
9 compagnies seulement ont investi les lieux pour une période test. Une vingtaine d'autres les rejoindront dans un mois. En cette année olympique, cela permet à Pékin de montrer au monde entier une image de modernité, de réussite et de performance technique. Pékin avait de toute façon grand besoin de cette nouvelle aérogare parce que les deux autres, prévues pour accueillir 35 millions de passagers par an, étaient devenues totalement saturées. Nous tablons sur 60 millions de passagers cette année. Sans ce nouveau terminal, nous aurions dû limiter le nombre d'avions qui atterrissent ici et cela aurait pénalisé le développement économique de la région. Une croissance à l'image de tout le trafic aérien en Chine. Le pays prévoit de construire une cinquantaine de nouveaux aéroports d'ici à 2010. Les constructeurs aéronautiques, eux, se frottent les mains. Plus de 3000 avions devraient être vendus dans les 20 prochaines années. À chaque fois que vous embarquez en Chine, vous verrez des passagers qui prennent l'avion pour la première fois. Et il y a énormément de Chinois qui n'ont jamais pris l'avion. Donc le potentiel encore inexploité est énorme. Seul problème, et il est de taille, le personnel manque cruellement pour prendre les commandes de ces nouveaux avions. Les centres de formation ont du mal à suivre le rythme et de plus en plus de compagnies embauchent à prix d'or des commandants de bord étrangers. Faute d'un nombre de pilotes suffisant, le gouvernement chinois ne veut autoriser aucune nouvelle compagnie jusqu'en 2010. Pourtant, les candidats ne manquent pas, attirés par la croissance d'un marché que rien ne semble pouvoir arrêter. Voilà qui ferait bien rire les Chinois. Qui sont ces journalistes qui ne travaillent qu'une fois tous les 4 ans ? Eh bien, il s'agit de l'équipe de la Bougie du Sapeur, journal fondé en 1980, mais qui n'en est qu'à son numéro 8, et pour cause, il ne sort que les 29 février. C'est aujourd'hui, si vous ne l'aviez pas remarqué. Marie-Pierre Samitier, Bruno Vignier. Une fois tous les 4 ans, un ovni en papier journal atterrit dans les kiosques. C'est la Bougie du Sapeur, vendue 4 €. Et qui l'achète? Voilà, merci. Ah, n'importe qui. Ce matin, d'ailleurs, il y a... à l'ouverture, il devait être 6h30, il y a une petite dame qui est passée qui m'a dit « Je le prends tous les 4 ans parce que c'est mon grand-père qui avait dessiné le sapeur Camembert. » L'heureux propriétaire du journal, le voici, fier des 100 000 exemplaires écoulés la dernière fois et ravi du contenu de ce dernier numéro. Autre originalité, à part le fait qu'on ne sort que le 29 février, nous n'avons pas d'interview de Nicolas Sarkozy. On en parle quand même. Pour dire qu'il n'est pas à l'intérieur du journal. Le journal n'apprend rien sur le déficit du commerce extérieur, ni sur le trou de la sécu. Mais il se vend bien. Rédigé par une bande de copains dans les locaux d'une petite société d'événementiel, il est testé avant d'être publié. Voici comment. Je traverse mon bureau et je vais dans le bureau d'en face et je demande aux gens ce qu'ils en pensent. Donc je vois s'ils rigolent. Si je publie un papier sur le fait qu'ils embauchent un joueur de poker comme Patrick Bruel à la Générale, tu m'autorises à le publier? On a tous rigolé, j'autorise. On est d'accord. Voici donc un patron de presse heureux ce soir. Ce numéro lui rapportera, selon lui, 100 000 €. De quoi financer le prochain journal en 2012. 29 février ou pas, rien n'arrête la mode. Voici ce soir à quoi elle ressemblera à l'hiver 2009 en version Chanel et Lacroix. Au-delà du défilé, Estelle Collin et Olivier Robert ont pu se faufiler dans les coulisses, qui pour ces maisons est assez rare. Il aurait pu être peintre, il est couturier. Si la mode est un art appliqué, celle de Lacroix est un art à porter. Les proportions sont toujours justes, les volumes équilibrés, les mélanges inattendus. Chaque robe est une histoire et la main qui la raconte n'hésite pas. La première image, c'était quand même une silhouette Renaissance avec le juste corps, avec l'espèce de petite culotte comme ça. La broderie, elle est assez baroque aussi. Et j'aime bien avoir cette Macédoine, années 40, qui regarde le 17e, regardée par 2009. Ça me va. Christian Lacroix, couturier de demain, d'hier et d'aujourd'hui, est l'enfant chéri de la mode depuis 20 ans. Un anarchique chic qui a remis la mode à la mode. Chanel, une super production comme les aime Karl Lagerfeld, précise, cohérente, féerique. Pas question de décevoir la cour, un millier d'invités venus admirer ces héroïnes de podium. Voilà bientôt un quart de siècle que Chanel et Lagerfeld enthousiasment, car l'un ne va pas sans l'autre.
j'espère que la collection va avec aussi. Hein. Je ne veux pas être que dans le décor. Hein. Rien n'est pire que un décor gimmick avec une collection merdique. Ça, c'est la pire chose. Chanel, 6 lettres magiques pour une griffe légendaire. Parfum, haute couture, sac, iconique, comme l'est son directeur artistique, Karl Lagerfeld, pour qui Chanel se veut éternel. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Le contrat passé entre l'Union de l'industrie des métiers de la métallurgie et son ex-président Denis Gauthier-Sauvagnat fait des vagues ce soir. Certains estiment que le syndicat patronal lui paye le prix de son silence en lui offrant 1,5 million d'euros d'indemnité de départ et surtout la garantie que les conséquences financières de ses ennuis judiciaires seront à la charge de lui-même. La CGT ce soir se dit scandalisée et quant à la patronne des patrons, Laurence Parisot, elle a interrompu en urgence ses vacances. Elle sera demain soir notre invitée au journal de 20h. C'est la fin de celui-ci, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo avec Isabelle Martinet, suivi du Point Route avec Julien Pascal. À 20h50, le téléfilm Boulevard du Palais. Prochain rendez-vous avec l'info demain à 13h avec Sophie Le Saint. Et quant à moi, je vous dis à demain 20h. Excellente soirée sur France 2. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.